A secret Pentagon document were leaked earlier this year, put online by the organization Judicial Watch. The report is from 2012, and specifically, it explains the dangers of what the U.S. government is doing in Syria at the time. Remember, in 2012, ISIS, as we know them today, did not exist. Page 3 of those leaked pages state 3 facts about the situation in Syria. A, internally, events are taking a clear sectarian direction. B, the Salafists, the Muslim Brotherhood, and AQI, or Al-Qaeda in Iraq, are the major forces driving the insurgency in Syria. And C, the West. Gulf countries and Turkey, they support the opposition, while Russia, China, and Iran support the regime. So to be clear, our Department of Defense in 2012 stated that the Russians, Chinese, and Iran were supporting the Assad regime, and that the United States and Gulf partners like Qatar and Saudi Arabia were supporting the opposition to Bashar al-Assad. But the DoD also made it clear that the major forces driving that opposition were the Muslim Brotherhood, Al-Qaeda in Iraq, and something called the Salafists. Now stay with me, because if you don't know the term Salafist, that movement is an ultra-conservative Orthodox movement within Sunni Islam. The doctrine is summed up as taking a fundamentalist approach to Islam. Sound familiar? Salafist is the same belief system as Wahhabism, from which ISIS draws their radical, violent, merciless beliefs. So now let's go back to that document. Because after reading page 5 in section 8C, the Department of Defense warns this, quote, if the situation unravels, there is a possibility of establishing a declared or undeclared Salafist principality in eastern Syria. And this is exactly what the supporting powers to the opposition want in order to isolate the Syrian regime, which is considered a strategic depth of Shia expansion in Iraq and Iran. So what you need to know is that according to this leaked DoD report, opposition forces, the United States, the Saudis, Jordan, Qatar, and more, they wanted a Salafist or fundamental Islamic group to take over eastern Syria in order to isolate and overthrow the Syrian president Bashar al-Assad's regime. It was a plan to overthrow Assad, but 3 years later, Assad is still in power, and now the most violent, radical terror group in the modern world is entrenched in parts of Syria and Iraq, while exporting terror to Europe. So here's the real question. Why would we as the American public believe any politician who claims that they have a plan for what to do with ISIS when not one leader has ever acknowledged our role in the creation of that very... Los países que están empeñados en derrocar, más bien los gobiernos que están empeñados en derrocar a Bashar al-Assad sin medir las consecuencias, uno de ellos Francia, por cierto. Lamentablemente, ¿no? Hubo un cambio de gobierno en Francia. El pueblo francés se expresó libremente en las urnas y eligió un gobierno de izquierda, ¿no? Bien. De izquierda, ¿no? Partido Socialista, ¿no? ¿Está bien? Socialismo de izquierda, ¿no? ¿No? Y sin embargo, el nuevo gobierno francés parece que incluso con superior saña que el anterior, está empeñado en derrocar al gobierno de un país soberano. ¿Pero qué es eso, chicos? Se creen con derechos divinos incluso, ¿será? De imponerle gobiernos a los pueblos árabes, a los pueblos africanos, a los pueblos latinoamericanos. ¿Qué cosa es esa? ¿Reconocemos al gobierno sirio? ¿Y a quién quieres que reconozcamos? ¿A los terroristas esos que están matando gente, tomando ciudades, lanzando bombas? Y es triste saber, leer y tener evidencia de que hay gobiernos europeos que reconocen a los terroristas, chicos. Qué cosa, ¿no? Que reconocen a los terroristas y se reúnen con los terroristas y les financian y les envían dinero y armas. ¿Qué cosa, vale? Por eso digo yo, ojalá los pueblos de Europa sigan despertando y se den cuenta de la realidad y le exijan a su gobierno el respeto a la paz internacional, el respeto a los derechos humanos, el respeto a la soberanía de las naciones, Ramón, eso es sagrado. Y cuando digo Europa también digo Estados Unidos. Ojalá los pueblos del norte despierten y se liberen del opio con el que los bombardean a diario
a través de los medios de comunicación. Y que si en Siria hay problemas, pues sean los sirios los que los solucionen, y además de manera pacífica. Hay que condenar los hechos terroristas que sacuden al pueblo sirio y que no son lanzados, pero por supuesto, por el gobierno de Siria, sino por grupos terroristas infiltrados, como ocurrió en Libia. Tout ça suppose que nous rencontrions effectivement l'histoire en face, et là, d'un seul coup, on a des conseillers en communication qui sont en train de voir ce qu'on peut dire ou faire pour regrimper dans les sondages et éventuellement se servir de la guerre. Dans chaque guerre, on applique ce que j'ai intitulé les principes de la propagande de guerre. On ne peut pas évidemment dire qu'on fait la guerre pour le pétrole, pour le gaz, pour le fric, etc. Donc, il faut travailler l'opinion publique. Premièrement, en cachant les intérêts, et je m'excuse, la question de la Syrie, c'est très simple. Il y a du pétrole, il y a du gaz, il y a des gazoducs, il y a des projets énormes en dessous de la Méditerranée qui intéressent Israël, tiens. Et quand on voit que Total et le Qatar, maintenant en Libye, se partagent le gaz, ben, il ne faut pas faire un dessin. Le deuxième grand principe de la propagande de guerre, c'est de cacher l'histoire. Et la France se pose en donneuse la France d'en haut se pose en donneuse de leçons. Il ne faudrait quand même pas oublier que le colonialisme français a bombardé les Syriens en 1945 pour les empêcher d'acquérir leur indépendance, a pratiqué et organisé la division de la Syrie, notamment sur des bases religieuses, et puis que toute l'histoire de la Syrie, depuis qu'elle a résisté à Israël, ça a été le travail des États-Unis et d'Israël pour affaiblir et briser la Syrie. Et Roland Dumas disait il n'y a pas longtemps qu'il y a 2 ans, on lui avait dit à Londres, on prépare quelque chose contre la Syrie, est-ce que tu veux en faire partie? Il avait dit non, 2 ans avant les manifestations. Le troisième grand principe de la propagande de guerre, c'est qu'il faut absolument, quand on a décidé d'attaquer pour le pétrole, le gaz ou le fric, il faut absolument diaboliser l'adversaire. Et donc là, on a droit à toute une série d'histoires. Et celui qui dit, moi je sais, qui dit ici, je sais tout ce qui se passe en Syrie, je n'ai aucune certitude, pour moi c'est un charlatan. Je pense qu'il n'y a pas de guerre propre, je pense qu'on a vu des atrocités des deux côtés. Et je pense que quand on se réclame de la justice, dire avant toute enquête, je sais qu'il va falloir faire quelque chose et je sais qui est coupable, c'est pas sérieux. Un tribunal qui jugerait comme ça ne serait pas accepté. Sur la question des armes chimiques, c'est évidemment intolérable. Je voudrais juste poser la question à ceux qui connaissent bien les États-Unis. Quel est le pays dans l'histoire qui a le plus utilisé des armes chimiques, biologiques et bactériologiques? Sinon les États-Unis, avec 250 kilos d'armes chimiques balancées sur le Vietnam et maintenant encore des bébés qui naissent comme des monstres. Et dans toute une série d'autres pays. Donc si Obama trouve que les armes chimiques c'est intolérable, il ne doit pas aller très loin pour punir les coupables. Le quatrième grand principe de la propagande de guerre, c'est qu'il faut toujours se présenter comme défendant les victimes. On fait toujours des guerres soi-disant humanitaires. Mais là, la mèche a été vendue hier ou avant-hier, je ne sais plus, par Bernard Kouchner, qui est un pro-interventionniste, et qui a dit devant une télé française, bien sûr que le but c'est de renverser Bachar el-Assad, mais il faut un habillage diplomatique. Ça veut dire qu'on n'est pas là pour défendre les Syriens, parce qu'en réalité c'est une guerre qui a été provoquée par les États-Unis et leurs alliés dès le départ, comme Roland Dumas l'a dit. On n'est pas là pour protéger les victimes et pour les empêcher. Au contraire, on veut qu'il y en ait plus pour avoir un prétexte d'intervenir. Et je tiens à rectifier les mensonges qui ont été dits. Le gouvernement syrien est parfaitement d'accord de négocier. Et ce sont les États-Unis, la France et le Qatar qui ont dit non, on ne négocie pas, on veut gagner militairement sur le terrain. C'est-à-dire que Bachar el-Assad a dit qu'il voulait bien négocier. Oui, tout à fait. Et le cinquième et dernier principe de la propagande de guerre, très brièvement, c'est qu'il faut monopoliser le débat et empêcher les opinions adverses. Et donc, on a dans les médias français un alignement sur cette propagande que vous avez montrée là au début. Et quand M. Hérault s'amène en disant j'ai la preuve sur les armes chimiques et qui commence par répéter dans son discours pendant des minutes et des minutes tout ce que tout le monde sait et que personne ne nie, et puis qu'à la fin il dit les services secrets m'ont dit que c'est Bachar, il n'y a aucun journaliste pour dire oui mais les preuves un peu sérieuses s'il vous plaît. J'insiste sur cette question des 5 principes de la propagande de guerre parce que, et ce sera ma conclusion, l'année prochaine vous risquez peut-être de m'inviter sur l'Iran ou sur l'Algérie ou sur le Venezuela, ou le Congo, ou l'Érythrée, ou le Zimbabwe, et ça va être chaque fois la même comédie, chaque fois avec les mêmes arguments. Il n'y a pas de guerre vraiment humanitaire, il y a toujours des intérêts pour le fric, il y a toujours des intérêts pour les matières premières, et il est temps quand même qu'on se dise, si on veut une humanité solidaire et mettre fin aux guerres, il faut voir qui
provoquent ces guerres. Nous devrions, nous, la France, cesser de bombarder les populations musulmanes sur la totalité de la planète en prétendant qu'elles nous menacent de terrorisme alors qu'elles ne nous menaçaient pas de terrorisme quand on a commencé à les bombarder. Avant de bombarder l'Irak, avant de bombarder la Libye. Absolument. Et que c'est parce que nous les avons bombardés, sous prétexte qu'il y avait du terrorisme, qu'il n'y en avait pas. Est-ce que vous imaginez qu'un Irakien voulait poser des bombes dans le métro parisien dans les années 90 ? Saddam Hussein finançait même les campagnes d'un président de la République. Donc ça se passait bien, l'Irak et la France. Pourquoi en est-on arrivé là ? Parce que derrière les Américains, nous n'avons pas été capables, nous les Français, d'avoir une politique de résistance aux États-Unis. Nous sommes le caniche des Américains. Oui, et Chevènement avait bien raison de dire qu'il fallait une grande politique arabe. Il nous faut une grande politique arabe. Arrêtez de bombarder des populations civiles innocentes. Parce qu'effectivement, si on bombarde des gens de l'État islamique, on va bombarder aussi des victimes innocentes. Il ne faut pas imaginer qu'il y aurait d'un côté les terroristes, comme on dit, et puis de l'autre côté des populations civiles. Les combattants de Daesh sont des gens qui vivent avec femmes et enfants dans des villages. Donc on va tuer des gens, des victimes innocentes. Et qu'est-ce que ça va donner quand on aura fait tout ça ? On aura enrichi les marchands d'armes, ça oui. On sait que les marchands d'armes sont ceux qui financent les campagnes présidentielles aux États-Unis, républicains et démocrates confondus. On voit bien qu'effectivement, quand on a fait des bombes, il faut les utiliser si on veut pouvoir en faire à nouveau, qu'il faut nourrir le complexe militaro-industriel. Nous n'avons pas besoin de ça. Let us also remember that when Gaddafi was in power in Libya, there was very little Al-Qaeda. And in fact, now we look at it, and it's an absolute basket case full of these operatives. And we look to Syria as well as yet another example of where these problems were actually quite under control in terms of Al-Qaeda. In fact, Bashar al-Assad was assisting the United States, this is all on record, in a very meaningful way. In fact, many of the tortures that were being carried out were being done by Bashar al-Assad, or at least his regime, in order to extract information from people that we were supposedly fighting. I believe that it is beyond any doubt for any sensible person to realize that not only is the United States providing the financial cover, military cover, political cover for these terrorists through our proxies, but we've also, in pure technical sense, provided the training for these people in Jordan and Turkey. Another one of our best friends has been shuttling these psychopaths across the country from Turkey into Syria for a long time now. So, the idea that the West is actually fighting a war against ISIS is beyond ridiculous. So what we really need to do is start realizing the fact that we are ISIS, and the reason why our corrupt, treasonous governments are carrying out these policies is because they do not represent us, they represent the bankers, and the bankers make a hell of a lot of money off of war, and more importantly, as long as we're all fighting each other, as long as we're all not trusting each other, as long as we're all simply being played as pawns over and over, then they can maintain this tyrannical system of never-ending war. So this is really the wake-up call. What has happened in Paris is us. We are responsible through our corrupt governments for all of these policies, and even if these individuals who carried this out are not directly working for Mossad, CIA, ISIS, Al-Qaeda, all the same thing, even if they did this organically of their own volition, believe me, that is exactly what our so-called governments want. Pour essayer de comprendre, il faut garder une vision globale. Parce que si on suit les médias, on voit qu'il y a un islam radical qui est passé en gros d'Al-Qaïda à quelque chose d'un peu plus organisé et qui s'appellerait l'État islamique. Le IIL, l'État islamique de l'Irak et du Levant, est une des factions djihadistes les plus radicales du Moyen-Orient. Objectif de ce groupe, créer une zone sous son contrôle entre la Syrie et l'Irak. Son plan d'action, la terreur, par des exactions en tout genre, enlèvements, attentats et exécutions publiques. Sa particularité, il recrute des combattants à l'étranger, notamment en France. Enfin, pour qui travaille-t-il ? Ne se revendiquant pas d'Al-Qaïda, le IIL présente pourtant la même idéologie. Et puis quand on prend du recul, on se dit que finalement, le camp atlantiste, et notamment les Américains, ont absolument besoin, comme ils ne peuvent pas contrôler la situation au Moyen-Orient, ils n'ont pas réussi à vaincre Assad, ont en fait une stratégie de ce que j'appelle du chaos permanent contrôlé. C'est-à-dire que quand vous ne pouvez pas dominer une nation, parce que c'est très difficile aujourd'hui dans une période post-coloniale de dominer une nation de l'étranger. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est détruire cette nation et qu'elle n'existe plus. Ça vient d'être fait pour la Libye. La Libye est un chaos généralisé. Benghazi, ville de l'Est libyen, autrefois bastion de la rébellion contre le régime de Kadhafi, est depuis lors secouée par les violences. Déclenché samedi dernier, de nouveaux combats entre l'armée et des milices islamistes ont fait au moins 40 morts. À cela s'ajoute ce mardi le crash d'un avion militaire.
Le chaos qui s'empare aussi de Tripoli, la capitale libyenne, où un député a été enlevé par un groupe armé. Et puis le dépôt de stockage d'hydrocarbures qui s'était embrasé lors de combats entre milices rivales dimanche dernier est toujours en feu. Et pareil, l'Irak a cessé d'exister depuis que Saddam Hussein a été renversé. Les djihadistes de l'État islamique ne contrôlent que le nord du territoire irakien, mais la capitale, Bagdad, n'est pas épargnée par la violence et la mort. Ces dégâts ont été provoqués par l'explosion d'une voiture piégée ce mercredi dans le quartier à majorité chiite de Sadr City. Au même moment, un autre véhicule piégé frappait le quartier de Al-Amin. Au total, une quinzaine de personnes ont été tuées et plus de 40 autres blessées. Ces attentats fréquents sont symptomatiques de violences intercommunautaires qui durent depuis des mois, voire des années maintenant. C'est le chaos généralisé. Et là, on est passé dans cette espèce de calendrier de guerre à outrance contre l'islam, de Al-Qaïda, c'est-à-dire réseau terroriste, à État islamique, c'est-à-dire un réseau terroriste qui devient carrément un État. L'État islamique a décidé d'annoncer la création d'un califat islamique et de nommer comme calife le cheikh, le djihadiste, l'imam et le descendant de la maison du prophète, Abdullah Ibrahim al-Baghdadi. Fort de ses conquêtes sur le terrain, l'État islamique revendique ainsi un territoire à cheval entre la Syrie à l'ouest et une grande partie de l'Irak à l'est. Donc il faut se poser, c'est d'où vient l'argent et à qui ça profite. Donc là, à un moment donné, on regarde ces hordes de djihadistes. Et la question posée, c'est qui les équipe en matériel militaire, en matériel de transport, etc. On voit que c'est du matériel occidental entièrement. C'est pas du matériel afghan ou quoi que ce soit. Ce sont des camions américains, du matériel israélien, parfois français, etc. Et d'où vient l'argent? Et l'argent vient essentiellement du Qatar et avant d'Arabie Saoudite. On commence à se poser des questions sur la position de l'Arabie Saoudite. Et n'oubliez pas que tout ce que fait l'Arabie Saoudite et le Qatar, qui sont des bases américaines et des gens qui vivent selon le bon vouloir des Américains, car il n'existe pas sinon en dehors de ça, accord de Quincy pour l'Arabie Saoudite, le Qatar, base américaine. Donc quand on sait que le Qatar et l'Arabie Saoudite instrumentalisent ces combattants djihadistes à la fois sur le plan idéologique, puisque l'idéologie islamique de ces combattants, c'est le takfirisme, c'est ni l'islam ni même le wahhabisme, c'est le takfirisme. C'est un islamisme dévoyé, très radical, qui en fait est porté par l'Arabie Saoudite, donc avec l'assentiment des Américains. Sinon, ils renverseraient le régime des Saouds, comme ils ont renversé le Shah d'Iran, quand à un moment donné, il a voulu avoir la bombe atomique et qu'il a voulu que la Perse retrouve son rôle de puissance régionale, vous voyez, ou comme ils ont viré Mossadegh quand il a voulu nationaliser le pétrole. Si, effectivement, cet État islamique qui est contrôlé et par l'argent et par l'idéologie, par les puissances de la péninsule arabique, si ça se faisait dans le dos des Américains, ces puissances, qui ne sont pas des puissances, ce sont à la limite des puissances d'argent, mais militairement ce sont des nains, ces puissances, c'est-à-dire les Saoudiens, les Qataris, seraient renversés en 15 jours par les États-Unis. Donc ça veut dire que c'est un peu du billard à trois bandes. Finalement, ces hordes de djihadistes destructeurs qui sèment le chaos, finalement pas aux États-Unis ni en Europe. Ils sèment le chaos au Moyen-Orient. Ils empêchent le Moyen-Orient d'exister, en réalité. Ils sont armés idéologiquement par l'Arabie Saoudite, armés financièrement par le Qatar. Et le Qatar et l'Arabie Saoudite sont entièrement sous contrôle américain. Ce qui veut dire qu'ils existent avec le bon vouloir des Américains. Et en fait, à qui sont-ils utiles ? Ils ne sont utiles à personne dans la région, puisqu'ils génèrent du chaos, de la violence, évidemment sur les minorités chrétiennes, mais aussi sur les sunnites, évidemment sur les chiites. Ils renforcent les tensions sunnites-chiites, c'est-à-dire qu'ils empêchent le Moyen-Orient d'exister. En fait, nous expliquons que depuis 4 ans, il n'y a jamais eu de révolution ici, mais que tout a été fabriqué de l'extérieur et que des grandes puissances alimentent au départ quelques petits groupes et maintenant des armées entières pour essayer de détruire ce pays. Alors, quand on expliquait ça il y a 4 ans, on se faisait traiter de quelqu'un de délirant qui imagine les choses, mais aujourd'hui, nous avons des éléments. Donc, le Washington Post évoque un budget d'1 milliard de dollars pour une armée privée en Jordanie, ou un livre paru en France explique que la France livre des missiles anti-chars Milan ici
ici depuis le début. Alors qu'officiellement, on nous disait que non, on ne livre que des armes non létales, des systèmes de communication et puis des gilets pare-balles. Enfin, tout ça, c'est complètement ridicule par rapport à la réalité de ce qu'a vécu ce pays. De même, on continue à nous dire qu'il y a quelques milliers de djihadistes qui seraient venus de l'Occident pour se battre ici, alors que nous savons qu'au cours de ces 4 années, il y a eu une rotation bien sûr, mais au cours de ces 4 années, il y a eu au moins 250 000 personnes qui sont revenues pour se battre sur ce territoire, 250 000 étrangers, dont bien sûr un certain nombre d'Européens, mais non pas en milliers, en dizaines de milliers venant d'Europe. Oui, alors dans le sud, depuis au moins 2 ans, les Israéliens ont chassé les Nations Unies et ont installé comme force d'interposition entre la République arabe syrienne et l'État d'Israël qui occupe illégalement le plateau du Golan, ils ont installé Al-Qaïda. Et personne ne dit rien, même s'il y a un rapport officiel des Nations Unies qui le signale. Donc ceci est vraiment fait par l'armée israélienne, puisque lorsqu'il y a eu des blessés importants d'Al-Qaïda, ils ont été soignés dans des hôpitaux militaires israéliens et que le Premier ministre israélien est allé lui-même avec la télévision visiter ces combattants d'Al-Qaïda avant qu'ils ne retournent au combat. We need to be clear about the origin of the war on terror. The war on terror is, I quote, orchestrated from abroad. These are the words François Hollande used to describe this terrorist attack. Well, the attacks that have been continuing to destroy Syria, to massacre its population, have also been orchestrated from abroad. They were orchestrated by NATO, and they've been carrying these attacks out against the civilian population of Syria for 4 years now. And this is a terrorist campaign that is also orchestrated from abroad. And people in Europe need to understand that there is a war that is becoming global, that is being waged against civilian populations in particular. It is a form of neo-imperialism and neo-colonialism which aims to divide and conquer European and Middle Eastern and African and the world's population for that matter, and to make them submit to a global order that does not serve the interests of most of the people on this planet, but that does serve the interests of a very few ruling elite, a very small, tiny, and particularly tyrannical ruling elite. There is no war on terror. There is a war that is being waged using proxy groups, terrorist proxy groups, and they are being used against nation states who are resisting US and Israeli hegemony, and they are also being used as a means of disciplining the workforces in Europe. In a period of mass unemployment and austerity, you now have terrorist attacks being committed by terrorists funded, armed and trained by Western intelligence agencies. There is no such thing as ISIS. ISIS is a creation of the United States. We know that from official sources of the US military themselves. Declassified documents from the Defense Intelligence Agency have confirmed that. And the French government is now attempting to drum up support for more military intervention in Syria. And what they want to do is they want to get in on the game. The game is almost lost. The Russians have routed much of the Islamic State. You now have Islamic State militants coming into Europe disguised as refugees. That will destabilize Central Europe, and the French government wants to get in on the game in Syria and prop up those so-called moderate rebels. There are no moderate rebels, of course, in Syria. There are Al-Qaeda and ISIS militants, terrorists who have been beheading people, eviscerating people, absolutely creating chaos and genocide right across the region, and this does not serve the Syrian people or anyone other than the Western corporate elites and their geopolitical interests. What do you expect France to do now in the light not only of Friday's terrorism, but 10 months on from Charlie Hebdo? It's not going to ease up on what it's doing, is it? No.
Much depends on how the French public will react. If they will, we are being bombarded now with a media propaganda campaign. It's just non-stop talk where we're told not to go out in the street. We're supposed to be fearful and keep quiet and so on. I think there is going to be a campaign against dissidents in France. They're very worried about the new media that has emerged in recent years, and they are very worried about the alternative media. So I think there you will see, we saw this actually after the attacks in January, you will see a conflation of terrorism and dissidents. So one of the tools which the mass media uses to discredit any kind of rational questioning of the established order, and particularly the war on terrorism, is to deride those who would question the war on terrorism as conspiracy theorists. And I think you're going to see a crackdown on so-called conspiracy theorists and websites that actually publish rational and honest analysis of what is happening. So you're going to see more of that type of intellectual terrorism, which is already at a boiling point in France. I mean, it's got to the point now where you have professors in universities who are being intimidated. You have school teachers who are basically being fired for even suggesting that there may be a link between French imperialism and terrorism. There was one case recently, for example, of a school teacher who almost lost his job when he suggested there might be a link between French foreign policy and terrorism. So we are going through a period of deep intellectual terrorism. And of course, these random terrorist acts, which are a form of low-intensity civil war. I think that the current crisis, the refugee crisis, which is really a form of coercive engineered migration, because they could have easily been prevented, this form of coercive engineered migration is going to make this a lot worse, and it is going to create the conditions of civil war. It is a natural consequence, of course, of globalization, of financial capitalism. This is essentially what it leads to. I mean, it leads to a breakdown of society. And the only way in which they can kind of keep everybody down is by a policy of divide and conquer. So you're going to see a situation where you've got very much a Wahhabized working class in France. They're being Wahhabized by the allies of the French political elite, the Saudis and the Qataris. They're building Wahhabite mosques all over the place. And that is going to Wahhabize the youth, and they're going to be then used as pawns, if you like, in much bigger geopolitical wars, proxy wars against Russia, proxy wars against Iran in the Middle East, and so on. And that is going to create massive social unrest. It's going to divide working people against each other. And the only people who are going to actually benefit from this are the war contractors, the military-industrial media intelligence complex. So in whatever way you look at this, I don't know who exactly committed this attack and this atrocity, but the real people who are responsible, whether directly or indirectly or consciously or unconsciously, is the French government, because they have been complicit in terrorism in the Middle East and all over Africa. And that needs to be understood. And if we don't understand that, this is going to continue and it's going to deteriorate. We will find ourselves in a situation under military law, martial law, if this continues. So it really needs to be analysed and understood.